La Terre nous tient à cœur. Un podcast réalisé par Alexandra Warny-Driège. À travers ce média, je vous emmène sur le terrain, au plus près de celles et ceux qui étudient, soignent ou subissent les effets des bouleversements écologiques. Scientifiques, médecins, victimes de pollution, ensemble, ils nous racontent comment la santé de la planète et la nôtre sont intimement liées. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Terre nous tient à cœur. Aujourd'hui, j'enregistre cette introduction dans un parc pour enfants de la Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de l'Hexagone, pour vous parler des inégalités sociales de santé. Ces inégalités se construisent dès l'enfance. Elles ne sont pas dues au hasard ni à des facteurs biologiques. Elles sont façonnées par la société et reflètent des injustices qui peuvent être liées au sexe, à la profession, à l'orientation sexuelle, au niveau d'éducation ou encore aux écarts de revenus. Et les données montrent que plus le statut socio-économique d'une personne est précaire, plus sa santé se dégrade. Comme si cela ne suffisait pas, le changement climatique vient encore aggraver la situation. Lors d'une canicule ou d'un pic de pollution, nous ne sommes pas tous exposés de la même manière et les populations les plus précaires sont souvent les plus touchées. Dans cet épisode avec l'épidémiologiste Noémie Letellier, nous allons comprendre pourquoi et voir quelles actions peuvent aider à réduire ces injustices. Noémie Letellier, bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste, chargée de recherche à l'IRSET à Rennes, grand centre de recherche en santé humaine qui étudie les risques liés à l'environnement et au travail. Et vos travaux portent plus précisément sur l'impact des expositions environnementales liées au changement climatique sur la santé et les inégalités qui en découlent. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer simplement ce qu'est l'épidémiologie ? Oui, alors l'épidémiologie, en fait, c'est une discipline scientifique qui étudie la fréquence des maladies, leur répartition dans la société et les déterminants de ces problèmes de santé. En fait, on va chercher à identifier quels sont les facteurs de risque ou les facteurs protecteurs. Et par exemple, les facteurs de risque, ça va être des expositions ou des comportements qui vont augmenter la probabilité de survenue d'une maladie, comme par exemple le tabagisme ou l'exposition à la pollution de l'air. Et à l'inverse, les facteurs protecteurs sont des expositions ou des comportements qui vont réduire la probabilité de survenue d'un problème de santé, comme par exemple l'activité physique ou l'accès aux espaces verts. Ok. Et donc, grâce à tout ça, on sait qu'il y a des inégalités sociales de santé en France. Quelle forme prennent-elles très concrètement ? Alors les inégalités sociales de santé, déjà, rapidement pour les définir, ça désigne des différences systématiques, significatives et évitables dans l'état de santé entre différents groupes sociaux, par exemple en fonction du niveau socio-économique, du sexe ou de la catégorie d'âge. Peut-être quelques mots pour dire que en fait, ces inégalités de santé, elles restent très importantes aujourd'hui et elles n'ont pas tendance à diminuer. Et peut-être pour donner quelques chiffres issus de l'INSEE, on sait aujourd'hui que les hommes les plus aisés vivent en moyenne 13 ans de plus que les hommes les plus modestes et que les femmes les plus aisées vivent en moyenne 8 ans de plus que les femmes les plus modestes. Et ce n'est pas seulement une question d'espérance de vie, donc le fait que les personnes les plus riches ont tendance à vivre plus longtemps, parce que si on regarde le risque de développer certaines maladies, on sait que les personnes les plus pauvres vont être plus à risque. Par exemple, elles ont un risque 2,5 fois plus élevé d'avoir du diabète que les personnes les plus riches. Et on observe également des différences selon la catégorie socio-professionnelle. Par exemple, entre ouvriers et cadres, il y a des chiffres de l'adresse qui montrent que les ouvriers ont un risque 1,5 fois supérieur de développer une maladie neurologique ou neurodégénérative que les cadres ou les professions intellectuelles supérieures. Et en fait, on parle de gradient social de santé, c'est-à-dire que plus on a un revenu élevé ou un statut socio-économique élevé, plus on va avoir en moyenne une meilleure santé et une espérance de vie plus longue, et ce, à l'échelle de la population. Je souligne bien que c'est en moyenne, évidemment, ça ne dit rien sur chaque individu pris de façon isolée. D'accord, donc l'écart est vertigineux. Et comment ce genre de données pèse-t-il ou pas dans les décisions de santé publique aujourd'hui ?
Alors, à l'heure actuelle, les décisions de santé publique prennent assez peu en compte ces inégalités sociales de santé, et notamment en lien aussi avec les politiques liées aux expositions environnementales, où il serait intéressant justement de prendre en compte ces différences d'inégalité de santé, ces différences de vulnérabilité face aux expositions environnementales. Parce que pour revenir aux expositions environnementales, on sait qu'elles peuvent aggraver les inégalités sociales de santé par 3 mécanismes différents. On a des différences d'exposition. On sait qu'il y a certaines populations qui vivent ou qui travaillent dans des environnements qui vont être plus pollués, par exemple. On a des différences de susceptibilité, c'est-à-dire qu'à un même niveau d'exposition, certaines personnes vont être plus vulnérables. Et enfin, on a des différences de capacité d'adaptation qui font que toutes les populations ne vont pas avoir les mêmes moyens pour se protéger. Et c'est vraiment la combinaison de ces 3 mécanismes qui vont déterminer notre niveau de vulnérabilité face aux risques environnementaux. Et donc, c'est vraiment crucial de prendre en compte ces différences de vulnérabilité lorsqu'on réfléchit à différentes politiques publiques de santé. Les statistiques montrent que les personnes les plus modestes vivent plus souvent à proximité des grands axes routiers, là où la pollution de l'air est la plus élevée. Alors, on avait parlé des effets néfastes de la pollution de l'air sur la santé dans l'épisode 2 avec le professeur Bruno Housset de façon globale. Mais est-ce que vous, grâce à vos travaux, vous pouvez nous expliquer comment cette pollution touche encore plus fortement les populations défavorisées et quelles sont les conséquences pour elles sur le long terme? Oui, tout à fait. Alors déjà, rappeler brièvement que, en effet, la pollution de l'air, c'est vraiment un facteur de risque très important, un facteur sanitaire très important qui est responsable d'environ 1 décès sur 8 dans le monde. Et il est bien établi aujourd'hui que la pollution de l'air a des effets néfastes bien au-delà du système respiratoire, mais va affecter aussi la santé cardiovasculaire, le système endocrinien, la santé reproductive et même le système neurologique. Pour revenir aux différences d'exposition, en effet, souvent ce qu'on observe, c'est qu'il existe des différences d'exposition à la pollution de l'air selon un gradient social. Alors ce gradient, il est très marqué en Amérique du Nord, par exemple, mais il est aussi retrouvé en Europe, même s'il peut varier selon les villes. Mais de manière générale, on sait que les populations les plus défavorisées vont avoir plus tendance à vivre à proximité des grands axes routiers, des périphériques ou des zones industrielles. Mhm. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en plus de ces différences d'exposition, on va avoir il y a certaines études qui ont montré des différences de susceptibilité, c'est-à-dire qu'on va avoir une augmentation du risque pour les personnes les plus défavorisées à un même niveau d'exposition. Et peut-être pour citer quelques études, il y a une étude qui s'est intéressée au pic de pollution à Paris et justement qui a montré que les catégories sociales les plus défavorisées étaient plus vulnérables aux effets de la pollution atmosphérique. En effet, dans cette étude, il a été montré qu'ils avaient un risque de décéder 3 fois plus important par rapport aux catégories sociales favorisées. Ah ouais. Et puis, il y a aussi une autre étude récente qui a été faite en France hexagonale, qui a montré que c'était vraiment les enfants issus des ménages les plus modestes qui étaient le plus souvent hospitalisés pour cause d'asthme ou bronchiolite lors de pics de pollution liés à la pollution de l'air par rapport aux enfants issus des ménages les plus riches. Donc, autrement dit, à une même exposition, à une exposition comparable, en fait, l'impact sanitaire va être plus important pour les enfants les plus défavorisés. Et on voit qu'une petite fraction de ces enfants, environ 10%, en fait, vont concentrer l'essentiel des effets sanitaires observés liés à ces pics de pollution. Donc ça montre bien que la pollution de l'air peut renforcer les inégalités de santé déjà existantes. Ah ouais, et puis ça commence dès le plus jeune âge, quoi. Donc, ok. Et il n'y a pas que la pollution de l'air. Avec le changement climatique, un autre phénomène progresse très rapidement et de façon tout aussi préoccupante pour la santé, c'est la chaleur. Pour commencer et qu'on puisse bien comprendre ce qui se joue, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe dans notre corps quand les températures deviennent très élevées ? Oui, alors en fait, face à la chaleur, le corps humain, il va activer ce qu'on appelle des mécanismes de thermorégulation
pour maintenir sa température autour de 36,8 à peu près. Mhm. Et donc ces mécanismes, en fait, ça va être la transpiration et la vasodilatation, c'est-à-dire l'augmentation du débit sanguin au niveau de la peau par dilatation des vaisseaux sanguins. Et en fait, ce sont ces deux mécanismes qui vont permettre de dissiper la chaleur excédentaire. Mais en fait, dans certains cas, variables selon les individus, l'organisme va s'épuiser et ces mécanismes ne vont plus être capables de compenser cette production de chaleur. Et donc l'organisme va alors entrer en une sorte de déséquilibre, ce qui va entraîner l'apparition de pathologies liées à la chaleur, comme des nausées, des crampes musculaires, la déshydratation ou encore ce qu'on appelle les coups de chaleur qui peuvent entraîner le décès. Mais j'aimerais vraiment souligner que ces manifestations directes, ça ne représente qu'une partie des effets sanitaires de la chaleur, puisqu'en fait la chaleur va venir aussi provoquer ou aggraver des troubles cardiovasculaires, respiratoires, rénaux ou digestifs. La chaleur va vraiment agir comme un facteur aggravant des maladies chroniques, comme l'hypertension, l'insuffisance cardiaque, l'asthme, le diabète, etc., et même certains troubles mentaux. Et donc, c'est vraiment tout ça, la face cachée de l'iceberg, on va dire, qui représente la majorité de l'impact sanitaire de la chaleur. Et juste pour citer quelques chiffres, selon Santé publique France, le nombre de décès attribuables à la chaleur s'élève à plus de 5000 décès durant l'été 2023, juste pour vous donner une idée de l'impact. Et évidemment, malheureusement, avec le changement climatique, ce chiffre de 5000 décès par été est appelé à augmenter si évidemment aucune mesure d'adaptation n'est mise en place. Ouais. Et sur ce point, est-ce qu'on peut dire que la chaleur tue déjà davantage les pauvres que les riches en France ? Alors, les données scientifiques qu'on a actuellement suggèrent que la chaleur impacte davantage les populations les plus pauvres que les plus riches. D'abord, on a cette différence d'exposition. On sait que les ménages les plus modestes vivent plus souvent dans des quartiers denses, avec peu de végétation, où l'on observe des îlots de chaleur urbains plus marqués. Ils vivent aussi dans des logements qui sont plus souvent mal isolés, qui vont accumuler davantage de chaleur, notamment la nuit. Donc ça va empêcher le corps de se refroidir. En plus de ces différences d'exposition, on a des différences de susceptibilité. C'est-à-dire que, comme on l'a vu tout à l'heure, ces populations défavorisées, elles vont présenter en moyenne plus de maladies chroniques, cardiovasculaires, respiratoires, par exemple. Et donc, ça va augmenter le risque de complications lors des vagues de chaleur. Et enfin, un point très important, c'est aussi les capacités d'adaptation face aux vagues de chaleur qui sont très inégales. Par exemple, tout le monde n'a pas accès à un logement frais, à la climatisation ou à ce qu'on appelle des lieux refuges, ou à la possibilité de s'éloigner temporairement, par exemple, pour éviter la vague de chaleur. On sait aussi que les personnes les plus modestes ont tendance à occuper des métiers qui sont plus exposés à la chaleur, avec moins de marge pour adapter leurs horaires ou avec des conditions de travail particulièrement difficiles. Et c'est vraiment tous ces facteurs qui vont se cumuler et qui vont faire que la chaleur est aujourd'hui un risque sanitaire qui est vraiment inégalitaire. Et c'est pourquoi, comme on l'a dit tout à l'heure, il est vraiment important que les politiques publiques, et notamment par exemple les politiques d'adaptation à la chaleur, prennent en compte ces enjeux de justice sociale pour la suite. Ouais. Et avant de parler peut-être de tout ça, je voulais vous demander, parce qu'on observe aussi de plus en plus d'épisodes où chaleur et pollution de l'air s'additionnent. Et est-ce que, comme on le fait avec les différents polluants chimiques qui s'accumulent dans notre corps et qui deviennent plus dangereux pour nous, on peut parler d'un effet cocktail pour la santé, pic de pollution plus canicule? Oui, tout à fait. En fait, les températures élevées, elles vont avoir tendance à s'accompagner de hautes concentrations d'ozone dans l'air, ce qu'on appelle des pics d'ozone, par exemple. Et en fait, ces pics d'ozone, ils vont se former par temps chaud lorsque le soleil va rayonner sur des polluants qui sont présents dans l'air. On sait que l'ozone présente un risque pour la santé, on sait que la chaleur présente un risque pour la santé, et il y a de plus en plus d'études épidémiologiques qui montrent que le risque est encore augmenté lorsque on est à la fois confronté à des températures extrêmes
et à des concentrations d'ozone élevées. Donc on a un effet, ce qu'on appelle un effet synergique en fait de l'ozone et des températures. Donc c'est vraiment important de garder en tête qu'on est exposé simultanément à plein de facteurs environnementaux, évidemment pas seulement à la chaleur. Et donc dans ce cas-là, oui, on peut parler d'effet cocktail ou d'exposition cumulée. Pour éviter que les inégalités explosent, vous insistez beaucoup sur la notion d'équité face au changement climatique. Pourquoi c'est important de faire la différence ici entre équité et égalité, justement ? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'insiste sur le fait qu'on a vraiment besoin de mettre en place des politiques d'adaptation, d'atténuation au changement climatique qui soient équitables. Et vraiment, un des enjeux majeurs, donc c'est difficile parce qu'un des enjeux majeurs, c'est vraiment de savoir comment les implémenter pour qu'elles soient efficaces et équitables. Et si on veut que ces politiques publiques soient plus équitables, il faut considérer ces différences de vulnérabilité au sein de la population. C'est-à-dire qu'il faut faire des politiques publiques qui soient universelles, c'est-à-dire pour tout le monde, mais qui soient proportionnelles, c'est-à-dire qui soient adaptées aux besoins de chacun et chacune. Voilà, c'est l'idée de l'équité par rapport à l'égalité où tout le monde aurait la même mesure. L'idée, c'est, si on veut réduire les inégalités sociales de santé, c'est d'adapter ces politiques, justement. Et justement, à court terme, face aux vagues de chaleur et aux pics de pollution, que faudrait-il mettre absolument en place dès maintenant pour protéger les personnes les plus vulnérables ? Alors, il existe 2 types de mesures qu'on peut mettre en place. Donc, il y a des mesures d'urgence à mettre en place lorsque on est confronté à une vague de chaleur, par exemple. Et puis, il y a des mesures sur le long terme qui vont réduire le risque à long terme, qui vont réduire notre exposition à la chaleur. Pour ce qui est des mesures à court terme, on peut imaginer, à l'heure actuelle, les plans de prévention manquent souvent de recommandations spécifiques pour les populations les plus vulnérables. Mais il y a quand même certaines communes localement qui ont décidé, qui ont commencé à agir en créant par exemple des registres nominatifs pour recenser et contacter les personnes à risque, comme par exemple les personnes âgées isolées ou en situation de handicap. Et donc, il est vraiment important de mettre en place ce type de mesures pour ensuite avoir des systèmes d'alerte qui soient ciblés, clairs et accessibles pour l'ensemble de la population, qui pourraient être ensuite diffusés via des médias locaux ou par des appels directement au domicile identifié, par exemple. Ensuite, je pense aussi aux personnes qui sont particulièrement exposées dans leur milieu professionnel. Et on sait que la réglementation du travail pour les protéger reste aujourd'hui largement insuffisante. Pour vous donner une idée, la législation n'a pratiquement pas été mise à jour depuis 1947 et ne prend pas pleinement en compte les risques liés à la chaleur. Donc ça, déjà, ce serait quelque chose sur lequel on pourrait travailler. Ouais, il est temps peut-être. Oui, tout à fait. Et on pourrait aussi imaginer adapter les postes de travail, les horaires de travail pour protéger les travailleurs qui sont exposés à la chaleur, réduire le temps de travail pour les métiers les plus exposés à certains moments de l'année, etc. Oui, d'accord. Et sur le long terme, qu'est-ce qui permettrait vraiment de réduire les écarts d'exposition et de risque ? Je pense notamment à ce qu'on disait tout à l'heure un petit peu avec l'urbanisme, la végétalisation, l'isolation des logements. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux selon les données ? Alors, il y a plusieurs mesures qu'on peut mettre en place à long terme, notamment, comme vous l'avez dit, améliorer l'aménagement urbain, donc comme par exemple végétaliser les espaces urbains, que ce soit les rues, les cours de récréation, créer des murs végétaux. Ça va permettre de rafraîchir l'air grâce à l'évapotranspiration et aussi améliorer la qualité de l'air. Donc ça, c'est des choses qui ont montré leur efficacité dans différentes villes du monde. Pour réduire aussi l'îlot de chaleur urbain, le fait que les villes soient particulièrement chaudes et gardent la chaleur même la nuit. On peut aussi peindre les toits en blanc pour réfléchir la lumière du soleil, remplacer le goudron par des surfaces perméables. Et puis, globalement aussi, on pourrait imaginer, c'est déjà en train d'être fait, favoriser les mobilités douces, les mobilités actives, comme la marche ou le vélo, pour réduire l'usage de la voiture individuelle, qui est, je le rappelle, la première source d'émissions de gaz à effet de serre en France. Et enfin, je rajouterais qu'il y a aussi l'isolation des logements qui joue un rôle vraiment important dans les inégalités de santé face à la chaleur. Donc, il serait
par exemple important d'améliorer l'isolation et aussi peut-être il serait pertinent de réglementer non seulement la température minimum, comme c'est fait actuellement, mais aussi de réfléchir à des limites pour la température maximale. Oui, d'accord. J'avais aussi une autre petite question sur la climatisation, parce que ça fait beaucoup débat. Elle protège de la chaleur à court terme, mais elle consomme beaucoup d'énergie et peut aggraver le réchauffement à long terme. Alors, à votre avis, est-ce qu'on peut réellement imaginer sans passer partout, notamment dans les lieux qui accueillent des populations fragiles, comme les hôpitaux, les crèches ou les maisons de retraite? Ouais, merci pour cette question. C'est vraiment une question essentielle qu'il faut se poser. D'abord, je voudrais rappeler que la climatisation, c'est pas une solution durable, surtout si on la pense à l'échelle individuelle, puisqu'elle contribue à la fois aux émissions de gaz à effet de serre, elles vont renforcer le phénomène d'îlots de chaleur urbain en rejetant de la chaleur à l'extérieur, et en plus, elles consomment beaucoup d'énergie avec un risque de panne électrique lors des fortes chaleurs. Et puis, on sait que, bien sûr, l'accès à la climatisation, c'est aussi un révélateur des inégalités sociales, puisque tout le monde n'y a pas accès. Mais c'est vrai que tout dépend de la manière dont on l'utilise. Si elle est utilisée de façon collective et encadrée, elle peut être une solution parfois nécessaire, en particulier pour certaines personnes, notamment les personnes âgées ou les personnes atteintes de maladies chroniques. Et dans ce cas-là, la climatisation peut être une mesure vitale lors des vagues de chaleur. D'où l'importance vraiment de développer ce qu'on appelle des lieux refuges ou des îlots de fraîcheur qui pourraient être accessibles à toutes et tous. Et sur ce point, en fait, la France a un retard assez important. Donc, ces lieux refuges, ça peut être des parcs qui resteraient accessibles toute la nuit, des bibliothèques, des cinémas, des musées climatisés. Et pour que cela soit vraiment efficace, il faudrait qu'on puisse avoir accès à ces îlots de fraîcheur, ces lieux refuges très rapidement, par exemple à moins de 5 minutes à pied, par exemple. Et en effet, c'est vraiment important d'envisager la climatisation de certains lieux clés, comme par exemple les écoles ou les EHPAD, pour protéger les populations qui sont les plus vulnérables face à la chaleur. Oui, donc éviter la clim à la maison, évidemment, mais par contre, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Votre équipe s'intéresse également aux zones à faible émission, les ZFE. Je rappelle, donc, c'est les zones urbaines où l'accès est réservé uniquement aux véhicules qui polluent le moins. Une stratégie qui suscite de vifs débats et de l'indignation chez une partie de la population. Alors, ma question, c'est comment évalue-t-on scientifiquement si une politique climatique est à la fois efficace pour la santé et socialement juste ? Oui, alors c'est vrai que la question des ZFE, c'est une question importante sur laquelle on travaille actuellement dans l'équipe. Alors, pour commencer, je dirais qu'il faut absolument que ces mesures, quand elles sont mises en place, elles soient co-construites avec les citoyens et les citoyennes et qu'elles soient justes. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, elles tiennent compte des difficultés des ménages à changer de voiture, que l'offre de transport en commun doit être suffisante, etc. Et il est vraiment... par exemple, la mesure qui me semble vraiment importante, c'est de cibler de façon adaptée les aides à l'achat de petits véhicules électriques vers les personnes les plus précaires. Mais c'est vrai qu'on a assez peu parlé de l'impact sanitaire des ZFE, alors qu'on a vu que la pollution de l'air a un impact très important sur la santé. Et que, en plus d'avoir un impact sanitaire intéressant, évidemment, la mise en place des ZFE apporte aussi d'autres avantages. D'abord, évidemment, sur le climat, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Ensuite, en améliorant la qualité de l'air, comme ça a été montré très clairement par les résultats d'Air Paris. Et c'est vrai qu'on entend souvent dire que les ZFE seraient une mesure pour ou contre les pauvres. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup moins du fait que la pollution de l'air pourrait accentuer les inégalités sociales de santé, comme on l'a vu aujourd'hui. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a encore peu de données scientifiques pour savoir si concrètement la mise en place de ce type de politique d'amélioration de la qualité de l'air comme les ZFE pourrait diminuer les inégalités sociales de santé. Mais on peut faire l'hypothèse que, comme la vulnérabilité est plus élevée chez les groupes défavorisés, ces populations pourraient bénéficier proportionnellement davantage de ces interventions. C'est les hypothèses qu'on fait à l'heure actuelle. Pour l'instant, on n'a pas nos résultats concrets, mais
Voilà. Ouais, d'accord. Comme l'écart est plus grand, forcément, un petit changement peut avoir plus de répercussions sur leur santé que celle de la population moins vulnérable, quoi. Noémie Letellier, pour terminer cet entretien, j'aimerais vous demander si vous deviez donner un seul conseil aux jeunes générations pour affronter les décennies à venir, lequel serait-il ? Je dirais que même si ce n'est pas toujours facile, il faut garder espoir et s'engager dans des actions qui ont du sens pour nous. Et en fait, tous ces changements qu'on doit réaliser, ils peuvent être positifs et joyeux et que globalement, c'est aussi une opportunité unique pour réfléchir à nos modes de vie, repenser notre environnement de vie pour le rendre plus sain et plus équitable pour toutes et tous. Merci d'avoir écouté La Terre nous tient à cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou à le partager autour de vous, car c'est ce qui aide le podcast à grandir. Et si vous avez une question, une idée de sujet ou tout simplement envie de découvrir les coulisses des épisodes, rendez-vous sur Instagram, sur le compte La Terre à cœur. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite, et d'ici là, prenons soin de nous, prenons soin de la Terre.